Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour un premier rendez-vous sur des éléments de programme en lien avec les élections municipales des 15 et 22 mars. Nous accueillons ce soir Philippe Nikonov, qui est économiste, qui travaille sur les dynamiques territoriales, sur la fiscalité, sur les stratégies d'entreprise. Il est spécialisé dans les études d'impact, des stratégies de développement dans les collectivités territoriales et en particulier les impacts sur l'emploi et l'environnement. Il travaille également sur le changement climatique et sur les leviers pour anticiper les conséquences du changement climatique et s'y adapter, ainsi que sur les coûts environnementaux, par exemple sur les entreprises. Et il est l'auteur d'un livre que dont je vais vous partager la couverture. C'est Climat, mégafeu, inégalité. Pourquoi nous n'anticipons plus? Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà. Pour que vous voyez, donc c'est aux éditions L'Harmattan. C'est un livre de 2022, très intéressant. Il était venu en visio en février 2025 pour nous présenter son livre et sa démarche. Voilà, je supprime le partage d'écran. Voilà. Et donc Philippe ce soir est présent pour aborder avec nous un thème qui est assez peu traité dans le cadre des élections, qui est souvent traité sous l'aspect de la représentation des femmes en politique. Mais là, on va voir la place des femmes dans les politiques publiques locales au travers de plusieurs thématiques, les mobilités, l'emploi, le développement économique, mais aussi tout plein d'autres aspects que Philippe va aborder. Alors, je vais lui laisser la parole tout de suite parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il va partager un PowerPoint. Et ce que je vous propose pour le déroulé de notre soirée, c'est donc si vous avez des besoins de clarification, on va prendre des questions tout de suite. Donc vous pouvez signaler par exemple dans le chat que vous voulez parler ou vous pouvez cliquer sur réagir tout en bas de votre écran et cliquer sur lever la main. Et on vous donnera la parole. Alors avec le partage d'écran, c'est pas toujours simple de voir qui a levé la main pour prendre la parole. Si jamais j'oublie des personnes ou avec Françoise, on va essayer d'être vigilante. Vous nous rappelez à l'ordre. Donc, on prend les questions de clarification au fur et à mesure du déroulé du diaporama. Et par contre, des questions plus approfondies, des questions qui vont susciter le débat, vous pouvez les mettre dans le chat, mais on les prendra plutôt à la fin. Donc, Philippe va parler 30 à 40 minutes et ensuite, on aura un temps de débat pour finir notre visio à 21h30. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Eh bien, merci et bonjour à tout le monde. Donc, on va parler du lien entre différents sujets, l'économie, le social, la mobilité, l'habitat, la formation, le revenu, le climat, l'égalité homme-femme. Et ces différents sujets, on le sait, ils sont liés. Et moi, je vais apporter des éléments pour montrer en quoi ce sont des thématiques qui sont liées. Alors, on va commencer par un premier sujet, le développement local. Est-ce qu'il y a un retard d'avance dans le développement local? Alors, j'ai mis un point d'interrogation. En fait, je pense qu'il y a du retard. Alors, vous voyez, je cite Hergé, hein, le dessinateur. Pourquoi je le cite? Pour deux raisons. D'abord, parce que dans ses dessins et dans ses histoires, il n'est jamais question de femme, si ce n'est la Castafiore, elle est représentée dans un coin, donc c'est une vision, on va dire, déjà datée. Et deuxièmement, euh, son travail se situe plutôt dans les années 1950-1960. Et en réalité, les politiques locales, les stratégies locales qui sont menées, elles ont une certaine ressemblance avec le travail d'Hergé. D'une part, les femmes sont assez peu présentes, et d'autre part, la vision des choses d'un certain nombre de sujets, en tout cas, pourrait se situer dans les années 1950-1960, c'est-à-dire qu'il y a un retard important. C'est pour ça que je reparle de retard d'avance. Quand on a autant de retard, on peut dire on en a prévu pour le futur des retards. On n'en manque pas. Voilà. Et donc, on va regarder cinq sujets. D'abord, les femmes possèdent souvent un niveau de diplôme supérieur à celui des hommes, mais leur salaire horaire est inférieur. Elles travaillent beaucoup plus à temps partiel et sont plus exposées à la précarité et au chômage, partout, hein. C'est que je travaille sur des quantités de territoires différents, c'est le même phénomène à Courbevoie ou dans le Médoc, hein, ou dans la Creuse. Voilà. Deuxièmement, la mobilité, ça représente un coût plus élevé pour les personnes à faible revenu.
en pourcentage de leur revenu, mais même parfois en valeur absolue. C'est-à-dire que parfois, des ménages modestes ont des dépenses en euros, des dépenses de mobilité plus importantes que des ménages aisés. Je ne parle pas de la mobilité pour les vacances, hein, je parle de la mobilité pour le travail. On va regarder ça. Troisième aspect qui est lié, la plupart des entreprises d'un territoire n'ont ni locaux ni salariés. Ce sont des indépendants qui travaillent au domicile et ça, c'est un sujet qui est complètement omis. On a une vision de l'entreprise, en fait, on a une vision qui est celle de l'usine. Il faut des locaux importants, faut des grosses emprises au sol et une part très importante des entreprises n'a pas de local. Et on a des gens qui travaillent et qui sont seuls à leur domicile. Et ça aussi, c'est un enjeu. Et vous verrez que ça fait le lien avec la place des femmes dans la société et dans l'économie. Un quatrième sujet qui est également sous-estimé, la majorité des entreprises et des emplois est orientée vers le consommateur final dans une économie de proximité. C'est-à-dire qu'on a donc un discours qui vante les très grosses structures, les data centers, la route du laser, les plateformes logistiques, etc. Mais la réalité locale, c'est que la majorité des emplois, est tourné vers le consommateur final et pas vers la grosse entreprise internationale, etc. Ensuite, un dernier sujet qu'on va regarder, ce qu'on appelle le revenu socialisé, c'est-à-dire le revenu collectif, joue un rôle très important dans l'économie. C'est-à-dire que les retraites et les prestations sociales peuvent représenter plus que le revenu salarial sur un territoire. C'est un des héritages du Conseil national de la résistance, hein, donc la sécurité sociale. On en parle beaucoup, on la critique, on peut dire absolument tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, je ne la critique pas, mais elle est toujours améliorable, bien évidemment. Mais beaucoup de gens vont contester l'utilité ou l'efficacité de ce dispositif sans voir que localement, c'est le principal moteur de l'équilibre du territoire. Et tous ces enjeux-là sont liés et on va voir que au sein de ces enjeux, la question des femmes va se poser systématiquement. D'accord? Donc voilà, donc je vais démarrer assez classiquement par le premier sujet. D'abord, les femmes sont autant diplômées que les hommes, mais davantage précaires ou à temps partiel. Donc on voit ici hein, les hommes avec le bac, les femmes avec le bac. Vous voyez, donc à chaque fois, on va avoir pour les différents territoires euh, des équivalences hommes avec bac plus 3, femmes avec bac plus 3, etc., etc. À chaque fois, on va avoir une proximité et même dans un certain nombre de territoires, le niveau de diplôme des femmes à partir du niveau bac est supérieur à celui des hommes. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. On va le retrouver à Neuilly-sur-Seine, par exemple, hein, avec le repris de justesse. On va le retrouver dans d'autres territoires, dans la Creuse, etc. On retrouve ce phénomène partout. Il faut vraiment avoir à l'esprit que dans notre pays, à partir du moment où les femmes peuvent faire des études, c'est-à-dire à partir du moment où elles peuvent aller au moins jusqu'au certificat d'études, eh bien, plus le niveau de diplôme augmente, plus le pourcentage de femmes est élevé. Et à un moment donné, ce sont elles qui sont majoritaires. À partir du niveau bac, elles sont à peu près au niveau des hommes. Et en règle générale, elles ont un niveau supérieur. À partir de bac plus 3, le pourcentage de femmes diplômées est plus important que celui des hommes. C'est très important parce que c'est un point qu'on sous-estime qui va nous renvoyer aussi à la question du plafond de verre, à tous les mécanismes d'égalité qui ne fonctionnent pas dans la réalité. Donc, premier point, partout, les femmes sont au moins aussi diplômées que les hommes. Et sur votre territoire, ce sont des choses que vous pouvez trouver. Alors, où est-ce qu'on trouve ces informations-là? Toutes les informations que j'ai exploitées viennent de l'INSEE. Elles sont disponibles gratuitement sur le site de l'INSEE. Si vous tapez sur votre navigateur préféré INSEE, dossier complet, le nom de votre ville, eh bien, vous verrez un document de 23 pages gratuit. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer, tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur de ce document, vous avez des quantités de tableaux et de graphiques. Et ces tableaux et graphiques permettent de faire ces analyses. Donc moi, j'en ai extrait quelques-uns, mais je pense que vous pouvez, c'est quelque chose qui peut être exploité localement, justement pour argumenter sur ces sujets-là. Donc ça, on voit déjà ce premier point. Il n'y a pas de décalage entre les hommes et les femmes ici sur ce territoire en termes de diplôme. Par contre, évidemment, si on regarde la précarité, les hommes en emploi précaire ou à temps partiel, 29% des hommes de Nantes
est en emploi précaire ou à temps partiel contre 44% des femmes. D'accord? Et si on regarde ça sur les différents territoires qui ont été traités, alors c'est la métropole de Nantes et d'un certain nombre de communes environnantes, mais c'est la même chose à Audange, c'est la même chose dans le Médoc, c'est la même chose dans la Creuse, c'est la même chose en région parisienne, dans les Yvelines. On trouvera ce mécanisme partout. Les pourcentages sont évidemment pas les mêmes, mais on aura partout un pourcentage de femmes en emploi précaire ou à temps partiel beaucoup plus élevé que celui des hommes. D'accord? Donc, alors, on va dire oui, mais le temps partiel est choisi. Alors, il est choisi parce que, on va dire, alors les femmes ont choisi de s'occuper des enfants et les hommes ont choisi de pas s'en occuper. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un choix? Bien sûr qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont travailler à temps partiel par choix, mais dans beaucoup de cas, c'est quelque chose qui est imposé soit par les postes qui sont offerts, soit par des contraintes familiales où la contribution des femmes aux tâches quotidiennes est beaucoup plus importante et finalement, ça arrange tout le monde que les femmes travaillent à temps partiel. Donc, on a déjà ce phénomène-là. Le temps partiel est beaucoup plus un temps partiel subi qu'un temps partiel voulu. Et deuxièmement, le deuxième aspect qui est additionné dans ces tableaux, c'est les emplois précaires, c'est-à-dire les CDD, les stages et tous ces éléments-là. Donc là, clairement, on voit une différence. On va pouvoir dire que le tableau ressemble en rien au précédent. Le précédent, on voit bien les hommes et les femmes, il y a, les courbes se ressemblent. Ici, il n'y a aucun rapport. Quand on est à Batte-sur-Mer, par exemple, le pourcentage de femmes en situation précaire ou temps partiel est 2 fois plus élevé que celle des hommes. C'est la même chose à Paimboeuf, c'est la même chose à Haute-Goulaine et c'est la même chose à Guéméné. Il n'y a que sur Nantes que l'écart est moins important. D'accord? Donc ça, c'est des éléments euh, qui montre que dans le fonctionnement de l'économie en général et de l'économie locale en particulier, quelque chose ne fonctionne pas. Alors, je n'amène pas la solution. L'idée n'est pas de venir avec un catalogue de solutions de la part de l'intervenant de ce soir. L'idée, c'est de dire que ces sujets-là, ils peuvent être soulevés dans la campagne municipale. Dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire localement sur ces sujets-là? Est-ce qu'on a des moyens d'action? Lesquels? Voilà, mais localement, on peut réfléchir à plusieurs, on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. On peut réfléchir à cette question-là. Comment se fait-il qu'étant autant diplômés que les hommes, notre taux de précarité et de temps partiel soit beaucoup plus élevé que celui des hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est des tas de thématiques. Ça peut être je sais pas, des crèches, des équipements qui permettent aussi de soulager les femmes des contraintes qu'elles supportent au moment des ménages, mais ça peut être aussi une réflexion sur les typologies d'emploi et les types d'entreprises qu'on accueille sur son territoire. Ça pourrait parfaitement être un sujet qui soit intégré dans la réflexion. On intègre, par exemple, l'enjeu environnemental en disant que les entreprises doivent aussi prendre en compte ces enjeux. On peut aussi intégrer la question de la précarité et de l'organisation du travail au sein des entreprises. Le temps partiel, par exemple, peut aussi renvoyer à des questions de transport en commun. Peut-être qu'on peut avoir une organisation des transports en commun différente qui facilite la vie des gens qui travaillent à temps partiel. Voilà. Donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Je vais relativement vite pour pouvoir traiter l'ensemble des sujets. Philippe, avant de passer à la diapo suivante, Jean-Louis demande s'il n'y aurait pas un lien entre plus diplômés et plus de possibilités pour un temps partiel, ou plutôt moins Alors, diplômés et plus de temps partiel, je ne sais pas. Alors, chez les femmes hautement diplômées, il peut y avoir effectivement des choix de temps partiel. Chez les femmes peu diplômées, c'est souvent vraiment subi et ça s'intègre aussi dans un équilibre de couple. C'est-à-dire le salaire des femmes déjà est inférieur à celui des hommes, 17% inférieur en moyenne. Et donc, quand on est à temps partiel, on a encore moins de revenus. Ça n'est gérable que si on vit avec quelqu'un pour partager, enfin, le fait de vivre avec quelqu'un permet de partager un certain nombre de charges. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est, dans la plupart des cas, qui est subi et plus particulièrement subi pour les personnes peu qualifiées, parce qu'on va proposer effectivement des emplois de caissière, enfin voilà, de différents types d'emplois où le niveau de qualification est relativement faible. Le deuxième élément, aussi très important, c'est que partout, le salaire horaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Alors jusqu'à il y a peu de temps, l'INSEE fournissait ces données, c'était très intéressant.
C'était très intéressant parce qu'on voyait que quelle que soit la tranche d'âge, le salaire horaire des femmes était plus faible que celui des hommes, y compris pour les femmes de plus de 50 ans. Or, à plus de 50 ans, les enfants sont sortis du bas âge. On ne peut pas argumenter auprès d'une femme en disant non, mais vous allez vous arrêter, voilà, on vous prend, on est bien bon, mais on va pas vous rémunérer autant que les hommes parce on sait que vous serez absente plus qu'eux. Évidemment, ça pose des tas de questions puisque, au principe, ça devrait être partagé 50-50. Mais ça fonctionne comme ça et les chiffres montrent que ça n'a pas de validité statistique parce qu'on voit bien qu'à partir de 50 ans, l'écart continue et même il s'accroît. Alors que cette contrainte-là, c'est réduite avec le fait que les enfants aient grandi. Alors attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas que je suis pour assigner les femmes à ces tâches-là. Je dis que dans notre société, les femmes sont assignées à ces tâches-là de fait. Et je dis que à partir du moment où cette assignation, cette contrainte est moins importante, ça ne change rigoureusement rien à l'écart de salaire homme-femme. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est aussi à prendre en compte. Même qualification, mais plus précaire et un salaire horaire plus faible de 17% en moyenne et de 20-25% quand on a 50 ans et plus. Et ça marche pour toutes les catégories, y compris pour les cadres. L'expression plafond de verre, je pense que vous la connaissez, indique tout simplement que ben, les femmes, à partir d'un certain niveau, on ne va plus les retrouver dans la très haute hiérarchie. Et si on les retrouve dans la très haute hiérarchie, elles seront quand même payées moins que les hommes. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique qui est très importante, sur laquelle on va insister, euh, c'est justement, j'en ai parlé, c'est les stratégies de développement local. D'un point de vue local, évidemment, une collectivité n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur son territoire. Elle n'est pas responsable des stratégies des entreprises. Elle n'est pas responsable du fait qu'une entreprise automatise à tout crin, qu'elle développe l'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps, comme je le disais, la collectivité territoriale peut réfléchir au type d'entreprise qu'elle implante. Elle peut réfléchir en prenant en compte un certain nombre de critères qui n'existent pas aujourd'hui. Et pour illustrer le propos, je vais prendre l'exemple des aides qui ont été accordées post-Covid, les secteurs qui ont été le plus aidés, et je vais prendre aussi des statistiques sur le pourcentage d'hommes dans ces secteurs. Eh ben, on s'aperçoit que dans l'aéronautique, le spatial et la défense, qui sont des secteurs extrêmement aidés par la puissance publique, favorisés, 77% de l'emploi est masculin. 80% dans l'automobile, 60% dans la téléphonie et 80% dans la logistique. Eh bien, est-ce que ça, c'est pas des éléments qu'on peut intégrer dans la réflexion locale en disant, bon, il y a une injustice fondamentale. Est-ce qu'on peut pas avoir une réflexion élargie qui prenne en compte le caractère féminin ou pas des emplois? Beaucoup a été fait pour l'emploi masculin. Est-ce que maintenant, on ne pourrait pas avoir un rééquilibrage et travailler autrement et prendre en compte justement la féminisation des emplois, les branches d'activité où l'emploi est le plus féminin? Ces emplois, on sait dans quel secteur ils sont: santé, éducation, soins à domicile, soins des personnes, etc. Tout ce qu'on appelle le care. C'est frappant, on le sait, mais c'est intéressant à prendre en compte. C'est intéressant parce que localement, la collectivité peut parfaitement dire, mais nous, ça va être un des éléments de notre stratégie, ça va être un des éléments de nos priorités. On va mettre le frein sur les grandes zones d'activité, sur les grands parcs logistiques, sur les data centers, sur les routes du laser et toutes ces choses-là. On va mettre le frein sur ces activités-là, qui ont leur utilité, bien évidemment, mais on va travailler à un équilibre plus sain sur notre territoire qui permettent aux femmes d'avoir des conditions de vie, de travail et d'indépendance et d'autonomie meilleures. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans les politiques locales. Et j'y reviendrai quand je vais parler de la nature des entreprises et de leur taille. Tout à l'heure, je l'ai dit, la plupart des entreprises sont des entreprises individuelles qui n'ont pas de locaux, et c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte dans les réflexions locales. Je passe au deuxième sujet, la question de la mobilité. La mobilité, ça coûte toujours plus cher aux plus pauvres. Essentiellement parce que les plus pauvres
ne peuvent pas résider dans les territoires centraux. Les loyers sont élevés, les prix d'acquisition sont inaccessibles, et donc les territoires centraux, les métropoles, concentrent plutôt des gens diplômés, des gens aisés, et les territoires périphériques ou très périphériques concentrent des gens beaucoup plus pauvres, beaucoup plus modestes, qui n'ont pas les moyens d'acheter un bien à 500 000 euros, peut-être un bien à 180 000 euros, et qui n'ont pas les moyens de payer 2 500 euros de loyer, mais peut-être 600 ou 700 euros. Eh bien, ce sont des gens qui vont habiter plus loin du centre, qui vont habiter d'ailleurs dans des passoires thermiques le plus souvent, et habitant loin des zones centrales, ils vivent dans des conditions où la probabilité d'avoir des transports en commun est très faible. Et là, si on regarde ce territoire, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on va s'apercevoir. Alors, ce sera la même chose ailleurs, encore une fois, hein. Il se trouve que c'est l'exemple de Nantes et de communes limitrophes. Mais on va retrouver le même phénomène sur Bordeaux, sur tout un tas de territoires. Dans les dans les métropoles, dans les centralités, les réseaux de transport en commun sont beaucoup plus performants. Et donc, beaucoup de gens utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. On le voit sur Nantes, par exemple, on a 28% des gens qui utilisent les transports en commun pour aller au travail, et on est entre 2% et 6% dans les quatre autres territoires. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour certains, c'est 10 fois moins que sur Nantes, proportionnellement. Quand on est à 2,7% pour 28%, on a 10 fois moins d'habitants qui utilisent les transports en commun. À l'inverse, évidemment, quand on n'a pas les transports en commun, mais qu'est-ce qu'on a? On a la voiture. Et là, on voit, vous allez trouver ces chiffres absolument partout. On a presque 90% des ménages qui disposent d'une voiture, sauf à Nantes, où c'est 44%. Et j'avais fait pour des étudiants une comparaison entre le Médoc et Courbevoie. À Courbevoie, je crois que c'est 35% des gens qui ont une voiture. Il y a trois gares RER, deux stations de métro. Enfin, il y a absolument tout ce qu'il faut. Il y a besoin de la voiture que pour aller à Roissy pour prendre l'avion et prendre la direction de la Thaïlande et encore, quoi. On peut prendre un Uber. Voilà. Donc, vous voyez, là déjà, il y a un phénomène qui s'inverse. C'est-à-dire que dans les territoires périphériques, il n'y a pas d'autre solution que la voiture. Ça pose des tas de problèmes. Ça pose des problèmes d'abord sur la question de la fiscalité environnementale. Elle est nécessaire, mais est-ce que, il faut mettre en place une fiscalité sur ces ménages qui subissent la situation? Ils n'ont pas demandé à vivre en périphérie, loin de tout. Ils n'ont pas demandé à utiliser une vieille voiture diesel. Ils ont une vieille voiture diesel parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture neuve et ils vont au travail comme ils peuvent. Mais derrière ça, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, on va le voir tout de suite, c'est que le pourcentage qui dispose pour travailler, dans de nombreux cas, faute de voiture. Quand on est à Bordeaux, à Nantes, dans la ville de Nantes, on n'a pas forcément besoin de deux voitures. Donc il y a 15% des ménages qui possèdent deux voitures. Mais quand on travaille à Batz, Paimboeuf, Haute-Goulaine ou Guéméné, Penfao, le pourcentage de ménages qui a besoin de deux voitures est beaucoup plus élevé. Sur Haute-Goulaine, il est 4 fois plus élevé qu'à Nantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ménages-là, pour aller travailler, ont besoin de deux voitures. Donc, une part énorme de leur revenu est consacrée à la mobilité pour aller travailler. Il faut prendre en compte ces éléments-là, le fait qu'ils habitent donc en périphérie, qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rénover leur habitation, de l'isoler, donc ils peuvent avoir des coûts énergétiques très élevés. C'est un sujet que j'ai pas traité là, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Mais ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est que ces deux voitures, ça coûte cher. Et le raisonnement qui peut se produire et qui arrive de plus en plus est le suivant. La voiture coûte de plus en plus cher. On va plus pouvoir utiliser des voitures diesel, puis la voiture, comme la deuxième voiture, commence à faiblir. Tu travailles à temps partiel. Tu es payé 17% de moins que moi. Eh ben, écoute, moi, le calcul est pas si bête. Si tu arrêtes de travailler, on paiera moins d'impôts. Peut-être même on n'en paiera plus du tout. On économise la deuxième voiture, on fait donc beaucoup d'économies,
Et tu pourras t'occuper de la logistique du quotidien, c'est-à-dire peut-être qu'on laissera les enfants à la cantine, mais peut-être pas. Et en tout cas, il n'y aura plus besoin qu'ils aillent au centre de loisirs, on n'aura plus besoin de la personne qui va les amener à l'école le matin, qui viendra les rechercher le soir, etc. Et bref, il y a une des deux personnes dans le ménage qui va se retirer du travail. Alors, petite devinette, c'est qui? C'est monsieur ou c'est madame? Eh bien, il se trouve que dans 9 cas sur 10, lorsqu'il n'y a qu'une seule voiture, elle est dans les mains de monsieur. Et donc, la situation est la suivante. Les ménages modestes ont des coûts de mobilité très élevés, 2 fois plus élevés que les ménages aisés, entre 2 et 3 fois plus élevés. Et quand la situation se tend, le mécanisme et la logique du système revient à retirer les femmes du travail. Moi, j'emploie l'expression d'assignation à lotissement pour indiquer que c'est pas que dans le logement social que ça se passe. Ça se passe partout. Ce risque-là, il existe partout. Et je pense que vraiment, les politiques locales doivent prendre en compte ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la suppression du deuxième véhicule qui est inévitable dans de nombreux cas, se traduisent pas par le retrait des femmes du travail. Alors, il y a l'organisation évidemment des temps des transports en commun, mais il peut y avoir des systèmes de taxis collectifs mis en place par la collectivité avec des financements, avec des précommandes par téléphone, etc. Il y a des tas de dispositifs qui sont faisables. En tout cas, aujourd'hui, il y a cette question-là qu'on voit très peu. On entend parler, bien sûr, beaucoup de la mobilité, etc., mais on met pas en avant le côté, on va dire, genré de la mobilité, c'est-à-dire le fait que quand la mobilité devient compliquée, c'est les femmes qui traquent. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet que je voulais évoquer. Je vais pas, je vais avancer un petit peu. Troisième sujet, c'est les entreprises. Toutes les entreprises sont importantes, pas uniquement les plus grandes. Il y a deux choses que je voudrais indiquer. D'abord, entre les 2 tiers et les 3 quarts des établissements ne comptent aucun salarié. Un artisan, un commerçant, un exploitant agricole, une profession libérale, un auto-entrepreneur ne sont pas des salariés, ce sont des indépendants. Or, dans la vision qu'ont les élus et les techniciens de toutes les couleurs fréquentables, d'élus, eh bien, cette question-là est complètement sous-estimée. Les élus et les services n'ont pas conscience qu'entre 2 tiers et 3 quarts des établissements de leur territoire ne comptent aucun salarié, comptent une personne qui n'est pas salariée. De fait, la grande majorité des entreprises est constituée d'indépendants avec un seul emploi. Mais ça va aussi au-delà de cette question-là. Derrière cette question, il y a le fait que ces gens n'ont pas de local. Ils travaillent à domicile. Et de fait, ils sont invisibles dans l'espace public. Or, ils ont plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes. D'abord, ils sont souvent dans une économie de proximité. Donc, on va dire que d'un point de vue environnemental, ils sont plus vertueux. Ils ont un impact climatique et environnemental plus faible parce qu'ils sont plutôt sur une logique de circuit court. Deuxièmement, ils sont très tournés vers le consommateur final, vers l'économie résidentielle, je vais en parler tout à l'heure, vers le soin, etc. Donc, ils ont un côté vertueux dans le sens où ils rendent un service direct à la population. Et troisièmement, ce sont des emplois très féminisés. Mais comme ces emplois sont invisibles dans l'espace public, on sous-estime absolument leur importance dans les stratégies. Moi, je vous dis, hein, je travaille sur ces questions-là. J'ai commencé en collectivité en janvier 1982, au début des lois de décentralisation. Ça fait donc 44 ans que je travaille sur ces sujets-là. Et c'est incroyable, ça n'avance pas. Il n'y a pas conscience du fait que l'entreprise n'est plus ce qu'elle est. Au début des années 80, c'est normal qu'on n'en ait pas conscience parce que c'est un autre monde. Mais petit à petit, l'informatique permet de décentrer son lieu de travail. On peut parfaitement travailler à domicile et avoir un marché mondial à la limite. Moi, je connais des gens, ils sont spécialistes dans la haute fidélité de très haut niveau. Ils travaillent à domicile et ils ont des clients au niveau international, mais ils travaillent chez eux. Donc déjà, l'informatique, le développement des télécommunications ont permis de changer les modes de travail. Deuxièmement,
La législation a changé. On a développé le statut d'auto-entrepreneur. Il n'y a plus besoin d'investissement important pour développer son activité. Et troisièmement, des services nouveaux ont été créés, et notamment par les gros, par les Uber, les Amazon, mais aussi par les crèches qui recourent à du personnel indépendant, mais aussi pour le nettoyage des maisons, pour l'entretien, etc. On a développé une multitude de métiers qui sont exercés par des personnes à titre individuel qui travaillent pour un groupe, mais en tant qu'indépendants. Et ce sont des emplois très féminisés, et comme on ne les voit pas dans l'espace public, ils ne sont pas véritablement pris en compte dans les stratégies. La stratégie des élus reste basée sur le béton. Il faut qu'il y ait des mètres carrés, il faut qu'il y ait une zone industrielle, un pôle commercial, un pôle tertiaire, etc., sans comprendre qu'absolument partout dans tous les espaces du territoire, qu'ils soient urbains ou rural, il y a des gens qui travaillent à domicile. Et on conserve cette vision du développement économique qui est complètement dépassée, qui est consommatrice d'un nombre de mètres carrés incalculable et qui a des effets complètement pervers. Là, je suis en train de finir un travail pour une collectivité. Donc, comme je travaille pour eux, je peux pas nommer, mais ils ont une très forte orientation logistique, transport, etc. Ils sont passés en 6 ans de 10 millions de mètres carrés à 12 millions, donc plus 20%, et l'emploi n'a progressé que de 1,5% sur leur territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils consomment de plus en plus de mètres carrés avec de moins en moins d'efficacité. Et donc, si on met ces questions-là sur la table, on met le doigt sur un point aveugle. On fonctionne vraiment avec Madame Castafiore, en réalité. Nos élus sont bloqués quelque part dans les bijoux de la Castafiore. Ils sont quelque part dans les années 1950, et je dis bien nos élus, avec toutes les nuances, avec les 50 nuances de gauche, on aura quand même euh, cette sous-estimation de ces invisibles, justement parce qu'ils sont invisibles. Sauf que, je le redis, ces invisibles sont quand même massivement, très massivement des femmes. Je vais avancer plus vite, je sais. Voilà. Quatrième élément. Donc, comme je l'ai dit, toutes les entreprises ne produisent pas pour des entreprises. Depuis une centaine d'années, il y a un concept qui a été mis en place, développé pour dire qu'il y a des entreprises qui vendent à des entreprises et des entreprises qui vendent à des gens, des personnes. Ces entreprises-là qui vendent à des personnes relèvent de l'économie résidentielle. Mais là aussi, dans les stratégies de développement, on ne les voit pas. On ne les intègre pas. D'abord parce que c'est pas du lourd, c'est pas, c'est pas c'est pas la défense, c'est pas l'aéronautique, c'est pas le spatial, c'est pas du technologique. C'est vraiment du service à la personne, du service de proximité, c'est du petit commerce, c'est de la santé, etc. Et donc, c'est considéré comme secondaire. Et c'est une très grosse erreur qui renvoie à ce qu'on a dit précédemment. Il faut au contraire prendre en compte le fait que partout, absolument partout, plus de la moitié des entreprises et à peu près souvent entre la moitié et les 2 tiers des emplois, voire les 3 quarts, c'est de l'économie résidentielle, c'est-à-dire des emplois et des entreprises qui n'existent que parce qu'il y a des habitants à cet endroit-là et des habitants qui ont plus ou moins de pouvoir d'achat. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte et qui renvoie à, au circuit court, à l'impact environnemental faible, à l'emploi des femmes, etc. Je continue, j'essaie d'accélérer, voilà. Donc, vous voyez, sur ces territoires-là, ben voilà, la majorité des établissements fait partie de l'économie résidentielle, 64% à Nantes, 67% à Bath, 81% à Paimboeuf, etc. Je passe. Et les emplois, c'est pareil, 71% à Nantes, 80% à Bath, etc. Et c'est partout pareil. Mais ce sont des sujets qui ne sont pas intégrés dans les stratégies locales. Parce que, encore une fois, ce sont des acteurs qu'on voit relativement peu dans l'espace et ce ne sont pas des structures qui créent 200 emplois d'un coup. Or, une collectivité préfère essayer de prospecter pour faire venir une entreprise de 50 ou 100 emplois en disant, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a fait pour l'emploi? C'est une grosse erreur. Ça ne correspond plus du tout à notre époque. J'avance parce que je suis quasiment au bout de mon timing. Alors d'abord, les revenus d'un Il reste territoire. une dizaine de minutes, hein. Ah bon, le revenu d'un territoire ne se limite pas au salaire. Et ça, c'est un énorme sujet. Alors là, si on était tout à l'heure, si on était du côté de Madame Castafiore, là, on est toujours chez Hergé, on est plutôt dans Tintin au Congo, c'est-à-dire qu'on est dans les années 1920. On a un retard absolument considérable sur ce sujet-là. La quasi-totalité des élus et des techniciens n'ont pas ce sujet en tête.
Et le sujet, c'est quoi? Ben, je vais présenter le graphique, ce sera beaucoup plus simple. On va prendre le revenu sur un territoire. Le revenu de Nantes, de Batte-sur-Mer, de Paimboeuf, de Haute-Goulaine, etc. On prend le revenu avant impôt. C'est pour ça que le total, si vous faites le total, vous aurez plus que 100% parce qu'il y a une partie qui est redistribuée. Alors, sur Nantes, 72% du revenu, c'est du salaire. Mais sur Guéméné, c'est 55%, par exemple. Et sur les autres territoires, les pensions de retraite, les pensions de retraite, les allocations familiales, les indemnités chômage, ça va représenter des montants importants. Sur Batte-sur-Mer, ça représente plus que les salaires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où le revenu disponible sur ce territoire dépend plus de la sécurité sociale que du salaire versé par les entreprises ou les administrations. Et ça, on n'en a pas conscience. On le sous-estime complètement. Et attention, les territoires en question, ça peut être des territoires très pauvres, on va avoir ce phénomène dans la Creuse, mais ça peut être aussi des territoires très riches. Ça peut être Arcachon, ça peut être dans le sud-est de la France, pour une raison simple, c'est que il y a énormément de retraités, il y a très peu d'activités salariées, et en fait, le revenu disponible sur ce territoire, c'est un revenu de transfert. C'est un revenu socialisé par le biais de la sécurité sociale. Et sur ces territoires, qu'ils soient riches ou pauvres, cette question-là va se poser. On sous-estime complètement cette question, et je pense que là aussi, c'est un manque. On peut mettre en avant dans une campagne municipale l'importance des revenus collectifs en disant sortez de vos postures idéologiques. Je prends l'exemple d'un maire d'une grande ville d'Aquitaine qui était candidat au présidentiel à un moment donné. Il voulait supprimer 10% de fonctionnaires. C'était extrêmement frappant parce que sur son territoire, sur la commune dont il était maire, comme c'est une ville-préfecture de département et de région, il y a le rectorat, il y a des services de l'armée, il y a des hôpitaux, il y a des hôpitaux militaires, il y a la météo, il y a un centre de commandement aéronautique, il y a tout un tas de services publics. Au total, sur sa ville-centre, il y a 100 000 emplois publics. Et donc, ce candidat à la présidence maire de sa commune voulait commencer par un grand plan social, par supprimer 10 000 emplois sur sa propre commune. Vous voyez, tu vois, Aline, à peu près de qui? Je crois voir, oui. Ouais. Et donc, il l'a fait ou Mais pas? non, il ne l'a pas fait. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une déconnexion. Il y a une vision idéologique qui considère que tout ce qui est collectif est négatif. Le bien collectif est négatif, le bien commun est négatif, la sécurité sociale, c'est une charge, etc. Je rappelle que les coûts de santé en France sont 2 fois plus faibles en rapport du PIB par rapport aux États-Unis, alors que tout le monde a accès aux soins. Aux États-Unis, vous avez presque 20% de la population qui n'a pas accès aux soins, pour 2 fois plus cher qu'en France. Voilà. Donc, j'évoque ce sujet-là parce que je pense que c'est intéressant dans les discussions au moment des élections municipales d'aller regarder les petits tableaux. Moi, si vous voulez, vous me dites, je vous aiderai à les faire si vous voulez, mais dans les débats, vous pouvez mettre ces éléments-là en avant. Dire, mais vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en disant qu'il faut réduire les retraites, réduire les allocations chômage. Voilà. Chez nous, 4 euros sur 10 viennent de ces transferts. Donc, vous voulez les réduire de 10%, eh ben, vous allez créer une crise sociale sur notre territoire parce que vous allez réduire le débouché des commerçants, donc vous allez réduire l'emploi, vous allez aggraver les problèmes alors que vous pensez les régler, vous n'êtes pas compétent. Voilà. Euh, et le fait est qu'on a ce problème-là qui se pose dans la majorité des territoires. Ce sujet-là est absent et dans de nombreux territoires, les revenus de transfert représentent plus que les revenus salariaux ou en tout cas une part très importante du revenu disponible sur le territoire. Voilà. Vous voyez, le revenu socialisé représente entre 40 et 120% du revenu salarial. L'autre point, évidemment, bon là, je vais passer pour pouvoir avancer sur le reste, c'est la question de la pauvreté et du taux de pauvreté. Là aussi, on a des données qui sont disponibles. Alors, l'INSEE les fournit pas toujours, notamment pour les petites communes. Mais il faut avoir à l'esprit que le taux de pauvreté est en règle générale 2 à 6 fois plus élevé chez les locataires que chez les propriétaires. Et ça, on le sait. Mais si on se projette sur les enjeux environnementaux, on a un problème avec ça. Ça veut dire qu'on a des millions de personnes qui habitent dans des appartements déjà qui sont souvent des passoires thermiques. Ils sont locataires, donc ils n'ont pas pu, dans la plupart des cas, économiser pour acheter un logement.
dans la plupart des cas, ils vont rester locataires de logements dont la qualité, la capacité à s'adapter au changement climatique risque d'être difficile. C'est-à-dire qu'ils sont concrètement dans une situation où eux ne pourront pas s'adapter à ces changements-là. Et ce sont aussi des gens qui ont des coûts de mobilité plus élevés. Donc c'est à prendre en compte aussi dans les réflexions locales. Et là aussi, le taux de pauvreté, lorsqu'on a ces données-là, il faut avoir à l'esprit que le taux de pauvreté est beaucoup plus fort chez les femmes parce que, comme on l'a dit, elles sont plus souvent en temps partiel, elles ont des salaires plus faibles, mais aussi elles ont la garde des enfants et sans les revenus qui vont avec, et parfois même sans les pensions alimentaires qui permettraient de, de sortir le nez, simplement d'avoir le nez au-dessus de l'eau, quoi. Donc ça aussi, c'est un sujet qui peut être abordé dans les élections avec des enjeux intéressants, par contre, en termes de développement économique, c'est-à-dire dans ce parc locatif, on sait qu'on a des passoires thermiques, etc. Il y a peut-être aussi des politiques communales, intercommunales, départementales et régionales pour favoriser le développement d'entreprises du bâtiment qui contribuent à la rénovation énergétique. Jusqu'à aujourd'hui, pendant très longtemps, on était dans l'idée que isoler les habitations, c'était les isoler du froid, mais il faut aussi maintenant les isoler du froid, du chaud et de l'humidité. Et il y a en fait un débouché aussi pour des entreprises, et c'est un débouché de proximité. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, ils ont une cohérence entre eux. Euh, que voulais-je dire par rapport à ça? Ben voilà, ils ont une cohérence entre eux, et ce qu'on observe, c'est que les territoires, contrairement à un discours convenu, les territoires sont de plus en plus divergents. Quand un territoire concentre des ménages pauvres, en fait, la ségrégation a tendance à augmenter, c'est-à-dire les ménages plus aisés vont avoir tendance à quitter ce territoire parce qu'ils trouvent que les commerces sont pas très bons, parce que le niveau scolaire est pas satisfaisant, etc. Et donc, il va y avoir une divergence entre les territoires. Les territoires plus riches vont être plus attractifs, vont attirer des entreprises aussi avec des emplois qualifiés. Donc, on va avoir d'un côté plus de qualifications, plus de revenus. Et de l'autre côté, moins de qualifications, moins de revenus, plus d'exclusion, plus frais de mobilité et des situations dans lesquelles les femmes sont confrontées à des difficultés majeures avec des amplitudes de journée considérables, de faibles revenus, etc. Et ça, je pense que c'est des sujets qu'on peut traiter dans les élections municipales en montrant qu'il y a une cohérence de ces différentes thématiques. Je m'arrête là parce que sinon je vais me répéter, quoi, pour rester dans le timing. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces précisions. Il y a eu deux remarques que je n'ai pas lues là dans le chat. Euh, Je vais chercher mon chargeur. J'ai plus de batterie. d'accord. Une seconde. Oui, pas que ça coupe. Me revoilà avec le chargeur. Donc Jean-Louis alors a fait comme remarque sur le fait que par rapport au temps partiel subi, est-ce que le temps partiel est plus choisi quand quand les femmes sont diplômées, elles choisissent plus et quand elles ne sont pas, elles sont moins diplômées, c'est plus subi. On Euh, a, on a- voilà, on en a parlé en introduction, mais c'est plutôt ça, oui. Disons que plus on est diplômé, plus on a de choix, en réalité. oui. Et c'est peut-être lié aussi au fait que si on est moins diplômé, on peut avoir, la femme peut avoir un salaire qui soit inférieur à celui de son mari et que dans le couple, on va choisir de conserver le salaire qui est le plus élevé, non? Oui, oui, aussi, bien sûr. Et Antoine faisait remarquer qu'il y a beaucoup, il lui semble qu'il y a beaucoup d'infirmiers libéraux qui ont un local. Alors Oui, peut-être, il y a des infirmiers libéraux qui ont un local, bien sûr, mais c'est pas le cas de tous. C'est souvent des locaux partagés, bien sûr, oui. Oui. Mais sur un territoire, euh, vous allez avoir, je prends le territoire sur lequel je travaille, il y a 42 000 acteurs économiques, il y a 14 000 locaux. c'est énorme.
Voilà. Oui, oui. Il y a deux tiers d'acteurs économiques qui interviennent sans locaux. À l'intérieur de ces acteurs économiques, il y a ces centaines de coursiers pour Uber, pour Deliveroo, pour Amazon, etc., qui sont des canuts. C'est-à-dire ils ont un employeur unique, ils n'ont aucune liberté, aucun choix, et on leur a demandé d'être au statut auto-entrepreneur. Et on a la même chose, j'insiste aussi, sur le nettoyage des, des habitations. Il y a des entreprises qui vendent ces prestations à des particuliers, en disant, ben voilà, on est une entreprise, ce sera beaucoup plus sérieux, mais ils font travailler du personnel à qui ils demandent un statut d'auto-entrepreneur. On aura la même chose dans les crèches, dans tout un tas d'équipements, et tous ces gens-là n'ont pas de local d'activité. Donc, il faut considérer que sur un territoire donné, lorsqu'il y a trois acteurs économiques, il y en a un ou deux qui n'a pas de local. Et du coup, cet acteur ne se voit pas, et dans ce un ou deux, c'est beaucoup plus souvent une femme. Donc, on ne les voit pas. Donc, on va passer au débat. Il y a déjà deux questions. Peut-être Antoine, si tu veux poser ta question là sur le... Ouais. Bonsoir à tout le monde, hein, ça faisait longtemps. Euh, je sais pas si on me voit pas, parce que moi j'ai un zoom qui est spécial, j'apparais Ça y plus est, on te voit. sur moi, je sais pas pourquoi. Enfin, peu importe. Oui, ma question, ben, c'est celle que j'ai mise dans le chat. D'abord, je voulais remercier évidemment, c'est très intéressant. Ça confirme, enfin, ça affine beaucoup, et puis surtout, ça approfondit. J'ai été très frappé en particulier de ce que tu soulignes à plusieurs reprises, c'est-à-dire le fait que l'emploi est en grande majorité, alors on savait les toutes petites entreprises, etc., mais enfin vraiment euh, des, euh, des indépendants finalement qui n'ont pas de locaux, etc. Alors là, j'ai appris quelque chose, hein. Je ne pensais pas que c'était une telle proportion. Ma question est la suivante. Euh, Cela dit, si je peux me permettre, je n'ai pas très bien vu qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces données, de la manière dont tu les organises en matière d'action municipale. Eh bien, je pense que il y a déjà l'idée de poser ça sur la table parce que ce sont des sujets qui sont complètement méconnus, qui sont pas Hmm. traités. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, l'idée de montrer on a un modèle de développement économique qui est complètement obsolète. Il est basé sur l'extensif. Il faut créer des mètres carrés de locaux d'activité. Il faut cibler prioritairement les grosses entreprises exportatrices, les entreprises productives, etc. Bon, il y a besoin, bien évidemment, d'entreprises productives. Il faut cibler des grosses structures. Il faut donc développer de l'aménagement lourd avec une consommation d'espace considérable pour développer des zones industrielles, des zones d'activité, etc. Ce mode de développement est obsolète. Aujourd'hui, les entreprises sont engagées dans une course à l'automatisation qu'on comprend parfaitement. Une entreprise, elle n'a pas de responsabilité sociale du tout. Une entreprise privée, elle est là pour gagner de l'argent. Dans un pays développé comme le nôtre, la principale source de coût, c'est le salaire. C'est pas la matière première, c'est le salaire. Bon, alors les entreprises, elles ont raison de supprimer de l'emploi et de les remplacer par l'intelligence artificielle, des robots, de l'automatisation, etc. Donc elles sont dans une stratégie de réduction des effectifs parce que c'est tout simplement leur rentabilité. Donc elles sont organisées en fonction de leurs impératifs. Les logiques de développement d'aujourd'hui continuent à développer des parcs d'activités, le parc tertiaire, parc logistique, etc., sans avoir conscience de cette évolution de fond. L'évolution de fond est une tendance à la réduction massive du nombre d'emplois par hectare. Dans la logistique, on est aujourd'hui à une trentaine d'emplois à l'hectare. On était à 40 emplois à l'hectare il y a une vingtaine d'années et à 50 emplois à l'hectare il y a une trentaine d'années. On va vers 15 emplois à l'hectare. Voilà. Donc on a une stratégie de développement des collectivités qui méconnaît complètement le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement des entreprises et leur stratégie. Donc cette stratégie-là, des collectivités territoriales qui consiste à dire, bah, écoutez, en fait, on espère faire venir des paquebots, donc on va construire des pontons, des gros pontons pour faire venir ces entreprises. Ces pontons, ça s'appelle zone d'activité, parc tertiaire, parc logistique, tout ce qu'on veut, parc commercial. Et puis on va constater a posteriori que ça ne se remplit pas.
Alors, on va mettre du tout venant, on va mettre ce qu'on peut, parce qu'avant les élections, il faut qu'il y ait du monde un peu. Alors, on va mettre, par exemple, quelqu'un qui fait du rechapage de pneus, 5 hectares, 4 emplois, mais au moins, le local est activité. C'est obsolète comme vision des choses. En face de ça, il y a une stratégie de développement qui part du principe qu'on a un léger problème avec le climat et qu'il faut tout repenser. Tout repenser, c'est raisonner en termes de circuits courts, en termes d'impact environnemental et en termes de service à la population. Eh bien, se déplacer de cette grosse économie, de grosses structures, vers des structures plus petites, répondant à des besoins de proximité, à des besoins de santé, à des besoins des personnes qui ont un impact environnemental plus faible, c'est un choix stratégique opposé à l'autre et qui est complètement cohérent avec les enjeux climatiques et environnementaux auxquels on doit faire face. Et ça a un autre avantage, c'est que dans ces activités-là, dans ces métiers, dans ces types d'entreprises, on a un emploi qui est infiniment plus féminisé. Si vous regardez les accompagnants pour enfants en situation de handicap, ce sont des personnes qui sont payées à peu près 800-850 € par mois. Il y en a 150 000. Ils sont assimilés à des fonctionnaires. Ils ont un salaire qui les situe au-dessous du seuil de pauvreté. Bien. C'est à 98% des femmes. Ce sont des sujets qui sont considérés comme annexes. On les rajoute dans les programmes municipaux, alors qu'à mon avis, ça doit être au cœur des programmes. Il faut sortir de cette illusion de pure salmone, une usine de saumon qui fait 10 000 tonnes de saumon, le grand parc laser, le laser mégajoule qui permet de simuler des explosions nucléaires et qui va faire du développement. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Les entreprises qui travaillent dans ces parcs lancent des appels d'offres mondiaux et c'est pas parce qu'elles ont implanté une très grosse emprise à un moment donné que ça va générer de l'emploi de proximité. L'emploi de proximité, ce sera du nettoyage et de la sécurité incendie. C'est à peu près tout. Voilà. Donc il faut sortir de cette conception complètement obsolète. C'est pour ça que je parle d'un retard d'avance. Je pense que si on retourne les choses et qu'on se dit, bon, ben, on met tout à l'envers, on donne la priorité à la proximité, au circuit court et au moindre impact environnemental. Est-ce qu'on peut créer quelque chose de cohérent sur son territoire à partir de là? Je pense que oui. Mais c'est considéré aujourd'hui comme hors sujet parce que l'illusion des élus, une illusion un peu populiste, c'est de dire je fais des choses pour l'emploi, mais je veux que ça se voit. Donc je veux qu'il y ait du béton qui soit coulé. Je veux qu'il y ait des mètres carrés qui sortent parce que sinon on va pas voir ce que je fais pour l'emploi. Et c'est vrai que si on développe cette activité de proximité, si on simplifie la vie des indépendants, des livreurs Uber, etc., qu'on leur donne des conditions un peu plus sécurisées, un local pour se réchauffer, quand il fait froid pour boire un café ou des choses comme ça, tout un tas d'activités possibles et imaginables. Ça ne se voit pas énormément dans l'espace public et ça ne plaît pas aux élus, encore une fois, toutes nuances de gauche confondues. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Pour moi, c'est mon raisonnement et ce que je dis est très cohérent, mais ça s'oppose trait pour trait à la cohérence d'aujourd'hui, qui est une cohérence complètement inefficace, qui prouve son efficacité chaque jour. Je te vois avec les sourcils extrêmement froncés, donc tu n'es pas convaincu, Antoine. Euh, je suis pas convaincu. Je suis convaincu, je dirais, de toute la fresque macro que tu nous rappelles et que tu développes. Ma question était très spécifique. C'était la question de l'action municipale. Bon, j'ai pas pu m'afficher ou je me vois pas afficher. Je sais pas ce qui se Si, si, passe. on te voit, ouais. Ah bon, C'est pour ça que j'ai dit que tu avais des fossiles. donc si c'est mon nom et puis 13 après, très concrètement, je vis à Marseille. Donc, cette question dont tu parles, évidemment, est une question marseillaise typique autour du port. Je crois que tu parlais justement du port, Du hein. data Et center. puis également la question des data centers, je vois que tu es tout à fait au courant. J'entends bien ce que tu dis en termes d'emploi induit. Bon, c'est pas tout à fait, ça peut concerner aussi la restauration quand même et des choses comme ça. Oui, Je bien pense en sûr. particulier au tourisme, hein. Bon, il y a toute une polémique sur est-ce que le tourisme, ça fait ruisseler, pour parler comme les libéraux, parce que bon, le ruissellement, ça existe quand même, parce que quand à contrario, et on le voit hélas extrêmement fréquemment, quand à contrario une usine ferme ou réduit drastiquement ses emplois, on voit quand même la cascade catastrophique socio-économique que ça entraîne.
sûr. Donc c'est bien quand même que Bien sûr, ah ben évidemment, bien sûr. nonobstant tout ce que tu dis, nous apprend, bon, je veux dire, l'usine, ça a quand même tout un certain nombre de conséquences sur la vie sociale et économique. On voit bien encore une fois quand elle ferme. Voilà. Non, ce que je voyais un petit peu moins bien, si tu veux, c'est la question, bon, toujours l'éternelle question pour l'action municipale, c'est-à-dire sur quoi on a la main. On n'a pas la main sur le CICE, le crédit machin recherche, enfin bon, on arrive à 217 milliards si on compte les exonérations de charges jusqu'à X du SMIC, en fait, etc. Donc tout ça, si tu veux, qui est quand même d'une importance, je pense, plus massive que ce que l'action municipale peut faire. Voilà, c'est pas de l'ordre de l'action municipale. Donc c'est pour ça que tu me vois froncer les sourcils, parce que j'ai essayé de chercher, tu vois, comment est-ce que on peut faire du micro de l'échelle municipale qui soit pertinent, qui aille quand même, excuse-moi, mais un peu plus loin que la ressourcerie, recyclerie, Oui, non, mais des bien choses comme sûr. ça, bon, qui sont très bien, sur tous les plans d'ailleurs, hein. En plus, il y a des jeunes qui s'investissent là-dedans et c'est quand même un peu plus enthousiasmant d'un point de vue existentiel que de se retrouver dans des formes de prolétarisation diverses d'ailleurs, qui concernent même les cadres, on le sait bien, et ça fait longtemps que ça dure, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je fronçais les sourcils, Oui. je me creusais comme ça un petit peu la tête, mais Je peux répondre un petit peu, parce qu'on est dans le sujet, Aline, c'est possible Oui, de oui, tout ramener. à fait. Oui, Alors, ben, évidemment, l'idée, c'est pas d'opposer les entreprises, les usines existantes et de les considérer comme quantité négligeable. C'est absolument pas le propos. Le propos, c'est bien de dire que les élus ont une illusion du paquebot. Voilà. oui. Ils ont une stratégie d'aménagement qui est basée sur du gros et du mythique. Le data center, c'est l'équivalent d'un bronze-cul. C'est-à-dire que le bronze-cul, c'est quoi? C'est vendre le soleil qu'on a, hein. Euh, on vend du soleil, donc on se développe avec le tourisme. Eh bien, le data je sais center, pas c'est... l'expression. Pardon? Je ne connaissais pas cette Ah, expression. bon. Eh bien, le data center, c'est dire, venez chez nous, l'électricité n'est pas chère. C'est tout. C'est pas du développement. C'est, voilà. Et donc, en face de ces stratégies qui sont complètement inefficaces, il y a effectivement l'idée de dire, bon, ben, cherchons localement le développement, effectivement, de microstructures qui répondent aux besoins. Mais évidemment, ça va largement au-delà de la ressourcerie, bien évidemment. Les questions de la santé, les questions de la rénovation de l'habitat, des mobilités douces, il y a la restauration, tous ces éléments-là sont en jeu. Et même, puisque tu parlais de la restauration, il y a un énorme enjeu qui est posé avec ça, c'est, j'ai dit, les territoires divergent. Les territoires riches sont de plus en plus riches, donc de plus en plus chers. Il est de plus en plus difficile de loger le personnel dans, à proximité des lieux où ils travaillent, hôtellerie, restauration, pendant la saison. Et comme on a changé les règles sur le chômage, il faut avoir travaillé au minimum 4 mois ou 6 mois maintenant pour avoir droit à des allocations. Ça veut dire que quelqu'un, un saisonnier, s'il n'a pas un contrat long, il ne pourra pas bénéficier du chômage. Alors, quand il bénéficie du chômage, il peut éventuellement accepter un loyer très élevé par rapport à ses revenus ou un lieu d'habitation très loin de son travail parce que il va pouvoir se débrouiller pendant quelques mois après. Mais le contexte actuel aujourd'hui aggrave la crise. Il y a de moins en moins de saisonniers parce que ils ont un loyer extrêmement élevé. Tout est très cher, donc ils résident très loin de l'endroit où ils travaillent. Et en plus, quand le contrat est terminé, ils se retrouvent au chômage sec, sans rien. Et donc, ils ont strictement aucun intérêt à aller dans l'hôtellerie, la restauration. Et après, les hôteliers et restaurateurs pleurent, à juste titre. Mais derrière, il y a une politique municipale intelligente à développer. On a peut-être des dizaines et des dizaines je sais pas moi, de logements qui sont Des disponibles. bureaux. Des Pardon? bureaux. Il y en a partout, des bureaux Peut-être, j'en d'ici. sais rien, mais il y a tout un travail à faire. Moi, je vois dans le Médoc, sur Ourtin, il y avait une base d'hydravion qui a été fermée il y a 25 ans. Des locaux formidables, magnifiques. Il y a des tas de possibilités là-dedans, mais ça pourrait être aussi un espace pour les saisonniers, pour loger les saisonniers à moindre coût, tu vois. Donc ça, c'est des éléments de politique locale.
tu vois, qui répondent concrètement à des besoins. La France est un des champions du monde du tourisme, mais on crée les conditions d'une crise parce que on chasse les saisonniers de ces métiers essentiels. Voilà. Donc là, il y a quelque chose effectivement à jouer et c'est beaucoup plus important que ces âneries de data center qui sont, comme je le dis, l'équivalent du bronze-cul de l'électricité, quoi. Donc, je sais pas si ça répond, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence locale sur ces thématiques-là, quoi. Il faut sortir de l'idée que les solutions passent par le gros. En fait, évidemment, le rêve des élus, c'est one shot, c'est-à-dire le gros coup. Tu vois, comme on dit au poker, la main d'or, quoi. Hein, le coup gagnant. Ça n'existe Mm. pas. Dans le monde réel, ça n'existe pas. Ça existe dans le monde des Schtroumpfs ou chez Hergé, mais pas dans le monde réel. Merci Philippe. Alors il y a une question de Guillaume avant de donner la parole. Il y a Guillaume puis Olivier. Donc Guillaume, si tu veux intervenir avec ta question. Ouais, du coup, j'en rajoute une pour faire un papier groupé. Bah, déjà, merci beaucoup, Philippe, pour la présentation. Moi, j'ai une question sur les données. Je voulais savoir sur la question des places de crèche. Est-ce que l'INSEE permet d'avoir des données sur ça? Parce que on peut se dire que ce serait peut-être intéressant pour mesurer la qualité de l'offre, de disposer de ces données pour comparer avec les enfants qui sont sur le territoire pour voir si on a une bonne adéquation entre l'offre et puis les besoins. Et après, je voudrais poser une question sur la mobilité. En quoi, selon toi, pourrait être une politique de mobilité qui serait féministe, c'est-à-dire qui serait adaptée aux besoins des femmes en termes d'horaire, peut-être en termes aussi de sécurité. Je ne sais pas si parfois ça peut être un sujet, mais enfin, en tout cas, il y a des territoires où il y a des transports qui sont dédiés aux femmes pour éviter les problèmes d'insécurité. Voilà pour les deux questions. Merci beaucoup encore. Alors, ben, sur les places en crèche, alors on a évidemment dans l'INSEE, on a les tranches d'âge, hein, dans les données du recensement, on a les enfants de 1 an, 2 ans, bon, qui ont des besoins. Et de tête, je crois que ça n'est pas disponible, mais c'est un peu une colle, donc mais ça ne m'étonne pas, Guillaume. Je vais aller revérifier. Et si je trouve la donnée, je te la fais suivre. Ah, t'as coupé le son. Oui, ok, voilà. Ça, c'est le premier Avec sujet. plaisir. Pardon? Avec Ah, plaisir. Merci à toi. Merci d'avance. Le deuxième sujet, c'est la question de la mobilité alors moi, je le rencontre très souvent dans les entretiens avec les chefs d'entreprise pour des diagnostics de territoire. Dans les emplois très féminisés, la question de la sécurité se pose en lien avec trois sujets. Les horaires décalés, qui relèvent du droit national. Donc effectivement, localement, on peut pas faire grand-chose, hein, voilà. C'est-à-dire les horaires de travail où on part très tôt le matin et où on rentre très tard le soir. Donc là, il y a un problème qui se pose sur lequel la collectivité peut pas forcément intervenir. Deuxième sujet qui vient souvent chez les chefs d'entreprise, notamment quand il y a des femmes qualifiées, c'est l'éclairage. L'éclairage public pour aller jusqu'au lieu de transport, qui est une vraie question qu'on trouve vraiment très régulièrement. Donc ça, c'est souvent négligé, mais c'est des parcours en fait à travailler avec des salariés de ces entreprises. Comment vous faites quand vous sortez du travail? Ben, des fois, il y a des parkings dans l'entreprise, mais des fois pas. Et donc, on peut travailler sur ces sujets-là. Le troisième problème, c'est le stationnement. Les collectivités ont accès au cadastre dans sa dimension fiscale. Ils le savent pas, mais là-dedans, il y a toutes les surfaces de parking disponibles. Et donc, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à mutualiser pour les entreprises pour avoir des parkings les plus près possibles des lieux de travail et reconnecter au transport en commun. Donc, il y a des éléments très concrets, très opérationnels qui peuvent être développés à ce niveau-là pour favoriser, alors là, du coup, un circuit court au sens kilométrique du terme, c'est-à-dire limiter la distance entre l'entreprise, le lieu de stationnement du véhicule, si on doit prendre une voiture, et le transport en commun. Ça, c'est des éléments qui peuvent se travailler et qui se travaillent avec les entreprises
en leur expliquant, parce que les entreprises sont souvent réticentes à donner les informations. Vous avez combien de salariés? Est-ce qu'il y a des horaires décalés? Est-ce que c'est un emploi très féminin, etc. Pour leur faire comprendre que leur intérêt, c'est que la collectivité ait accès à ces informations-là pour éventuellement adapter les transports en commun à des besoins plus féminins. Après, il y a d'autres possibilités qui sont aussi l'équivalent des taxis brousse, c'est-à-dire des systèmes de réservation de taxis avec un cofinancement par les collectivités territoriales, des taxis qui prennent trois ou quatre personnes sur un circuit pour les ramener à la gare ou à des équipements de transport en commun plus sécurisés. Ça, c'est aussi des possibilités que les collectivités peuvent mettre en place. Mais ça nécessite un travail de terrain avec les parties prenantes et les chefs d'entreprise, d'un côté, leur faire comprendre que c'est vraiment leur intérêt, et évidemment les salariés, notamment les salariés femmes, sur les cheminements, un peu comme dans lorsqu'on fait du logement collectif, il y a toujours des aménagements paysagers qui sont traités, et il y a toujours des cheminements qui sont différents par les résidents. Hein. Ils ne suivent pas le gazon tel qu'il a été déposé. Et ben, c'est la même chose sur ces types d'équipements. On peut faire plein de choses par rapport à ça. Il y a une dernière thématique qui est tout à fait possible et qui devrait te passionner, c'est l'exploitation des données des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles vont passer d'une antenne à une autre à telle heure. Il y a tant de téléphones mobiles qui vont passer d'une antenne à telle autre, qui vont de là jusqu'à là. On peut techniquement définir des circuits de mobilité à partir de l'exploitation des données téléphoniques. Et ça, c'est des choses qui relèvent du concret, de l'opérationnel, quoi. Tu as du boulot, du coup. Bah, c'est toi qui vas le faire. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Si Philippe. si je peux me permettre d'intervenir sur le mode de garde, sur une commune, il n'y a pas forcément que les places de crèche, il y a aussi les assistantes maternelles. Voilà, moi sur ma commune, il y a même, je vais dire, un service d'assistante maternelle communale. Et la commune peut aussi favoriser la mise en réseau, favoriser la rencontre, les aider à accueillir mieux les enfants. Donc, ça n'est pas que les places en crèche, Oui. c'est aussi tout un écosystème qui peut se mettre en place. Merci Françoise. Olivier, tu as baissé la main, c'est parce que tu considères que Philippe a répondu à ta question. Quel genre de mesures factuelles mettre en œuvre pour répondre à cela? Oui, c'est ça, là. On a comment dirais-je, oh, on a une bonne analyse de ce qui se passe là. Quand, par exemple, dans une commune, il y a 40% des maisons qui sont fermées parce que ce sont des résidences secondaires, quand les saisonniers ne peuvent pas se loger tout près de leur travail parce que c'est trop cher, etc., etc. Le, on a compris la situation. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est qu'on me donne des idées pratico-pratiques. Quand on dit c'est une chose qu'il faut voir, c'est une chose qu'on pourrait euh, étudier, etc. Je suis d'accord avec tout ça, mais pratiquement, qu'est-ce que je dois faire, quoi? J'ai pas les idées. Alors, Est-ce qu'on peut oui, Alors ça, c'est le vas-y. travail, si je peux répondre, c'est le travail d'un parti politique. Philippe, lui, a posé le constat, le diagnostic, a apporté les éléments non, de non, réflexion. non, quand on est dans une commune, quand on est conseiller municipal, c'est pas cette politique-là. C'est Quoi? pas, comment dirais-je, la politique, la grande politique, elle doit donner un cadre. Mais bon, le cadre, on l'a actuellement. Est-ce que, par exemple, la commune est autorisée à acheter des maisons pour les donner à louer aux saisonniers? Et On peut le faire. Il peut y avoir une Oui. préemption. Oui, oui, il y est-ce que avait- Il faut c'est qu'elle ces en ait les questions-là? moyens. Il faut surtout qu'elle en ait les moyens. Oui, légalement, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est ce genre de choses, moi, que je connais pas. Pour faire campagne, quand on a ces problèmes-là aussi. Et
pour faire campagne, il faut pouvoir dire comment on peut faire pour les régler. Et ces modalités-là, je les ai pas. Disons qu'il y a en 1 heure et demie, on peut pas, disons, rentrer dans. Il y a des centaines de pistes d'entrée possibles sur les thématiques. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une cohérence dans une autre façon de faire. Après, il faut effectivement voir point par point ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Sur la question là, par exemple, est-ce qu'une collectivité peut acheter des maisons abandonner ou même construire des logements pour les saisonniers? La réponse est oui. Voilà. Et ben, je pense qu'au fur et à mesure des sujets, il faut, quand une idée vient, pour moi, comment dire, moi, je suis consultant à l'origine et quand je travaille sur un territoire donné et c'est l'expérience d'une multitude de territoires qui me permet, disons, de prendre un certain recul et de dire, ben, il y a ces sujets-là qui sont pas traités alors qu'ils sont cohérents, qui permettent d'aller sur un autre chemin. Mais je ne, je peux apporter des éléments pour montrer qu'on peut faire autre chose, mais chaque territoire doit aussi localement réfléchir à ses propres enjeux. Par exemple, si chez toi, Olivier, comme je crois que c'était Antoine, non, Jean-Louis, la question des saisonniers est extrêmement importante. Ben, vous pouvez travailler aussi ensemble euh, même si vous n'êtes pas sur le même territoire, à réfléchir à cette thématique-là, à voir ce qui est faisable, à interroger des spécialistes, etc., pour voir ce que vous pouvez développer localement. Le truc où de l'extérieur, je viens avec une liste de 50 choses à faire. Euh, Non, voilà, c'est moi, pas. dans ma jeunesse, je pensais des choses comme ça, mais je suis complètement guéri du sauveur suprême, Ouais. en fait. Sur le Non, bassin, moi, c'est pas ce qu'il y a à faire, c'est comment faire. Oui. C'est ça qui me manque à moi. C'est comment faire. sur le bassin d'Arcachon, le lycée de la mer, l'été, ce sont des saisonniers qui sont, j'allais dire, voilà, dans l'internat. Donc, il y a peut-être en fait des solutions qui sont là et qu'on n'ose peut-être pas aller chercher. Oui, pour des questions de sécurité, de responsabilité, etc., de nettoyage, voilà. Oui, Mais D'habitude. effectivement, ça peut être inventé euh, avec l'histoire locale et Alors, Christine, donc c'est à toi. Oui, bah, encore merci Philippe pour cet exposé toujours aussi passionnant. J'ai noté deux choses, hein, parce que moi j'ai été très sensible à ce que tu as dit à propos de la Covid. Bien sûr, il y a eu plein d'inégalités à ce moment-là et tu en as relevé encore une qui n'était pas apparue comme évidente au niveau du travail des femmes. Et puis la deuxième chose que j'ai retenue et à laquelle je suis sensible, c'est quand tu as dit que tu as fait le constat que la solution passe par le groupe et par ce qui est visible en fait en général. Et c'est vrai que par exemple dans les politiques du logement, on va souvent proposer de créer des nouveaux logements parce que ça va se voir, ça va pouvoir se chiffrer, on va pouvoir dire si on a atteint ou pas des objectifs. Et on va complètement mettre de côté, le plus souvent, ceux qui ont déjà un logement, ceux qui sont locataires, et je parle en particulier à Paris. Et là, il y a, à mon avis, des réserves de voies à aller chercher, parce que c'est des personnes, on considère que comme elles ont un logement, bah c'est bon. Sauf que pour être locataire moi-même et pour discuter avec mes voisins et vivre des choses aussi, et puis discuter avec des amis, il y a plein de problèmes quand on est locataire d'un logement euh, social à Paris, c'est vétuste. On est envahi des fois par des cafards. On a des moisissures. Il y a des problèmes de voisinage, il y a des problèmes de bruit, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. Et à mon avis, là, il y a quand même un, pardon de parler comme ça, mais un réservoir de voix, en tout cas des habitants dont il faudrait se préoccuper, dont les politiques devraient se préoccuper. Mais souvent, on voit dans les campagnes, hein, je les vois actuellement, c'est on va créer tant de logements. Donc on est un peu dans le sensationnel et puis on oublie une part de la population. Et c'est un petit peu ça que ce que tu révèles. Mais bon, voici ma question quand même. Alors j'en ai plusieurs, mais je vais déjà poser celle-là, puis après je vais passer mon tour. Euh, Puisque tu parles de mobilité, etc., qu'est-ce que tu penses du concept de la ville du quart d'heure?
Est-ce que tu penses que c'est possible de mettre en place ce concept-là? Si oui, dans quel cas, dans quelle situation? Et bah, je vais poser ma deuxième question du coup aussi. Où ma remarque, c'était par rapport aussi, tu n'as pas parlé des zones à faible émission qui ont été très contestées aussi parce elles constituent une forme d'injustice sociale. C'est aussi des choses qui sont défendues par certains partis politiques ou mis en place par certains politiques et qui finalement se retournent un peu contre les plus pauvres. Donc voilà les sujets que j'aimerais te voir aborder. Merci. Bon, d'accord, ben merci. Ben, je vais du coup répondre aux trois questions. Alors d'abord, sur la rénovation de l'habitat, effectivement, c'est la même chose. Rénover un habitat existant, ça coûte quatre fois moins cher que de construire, enfin de détruire et reconstruire. Deuxièmement, un logement neuf, c'est entre 100 et 200 tonnes de matériaux, hein, des granulats, du ciment, etc. Donc c'est voilà, c'est juste pour donner ces ordres de grandeur. C'est exactement comme la création des zones d'activité, etc. C'est du visible, effectivement, et rénover, c'est moins visible. Donc on donne la priorité à ce qu'on appelle le volontarisme des élus. Voilà, on va construire tant de logements, etc. C'est aussi une vision dépassée. Et moi qui viens du logement social, pour tout vous dire, je viens des 4000 logements à la Courneuve. Je sais qu'il y a un attachement là où on a vécu et mon immeuble est détruit, l'immeuble de mon enfance et ça reste quand même ça reste quelque chose, voilà. Donc il faut il faut penser plus finement et plus humainement la question de l'habitat. La rénovation est un énorme enjeu, mais aussi un énorme potentiel d'emploi, de qualification, etc. Autour, comme je le disais, de trois sujets: l'isolation contre le chaud, l'isolation contre le froid et l'isolation contre l'humidité. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'emplois, et c'est de la proximité. Deuxièmement, deuxième sujet, c'est la ville du quart d'heure. Alors, les mesures en temps me posent toujours problème, parce que en TGV, en un quart d'heure, on fait 75 km. Donc en fait, tout dépend de ce qu'on entend par la ville On peut très bien avoir un schéma Je un crois que peu irrigué. c'est à Pardon? pied, hein. Excuse-moi, mais je crois que c'est en mobilité douce, hein. Enfin, Oui, oui, oui. Mais euh, considérer que le TGV, c'est une Le, mobilité le, douce. le problème, c'est la densité de la ville. La ville est un territoire dense avec une multitude de besoins. Euh, c'est quelque chose qui peut déboucher sur la ville verticale, qui est aussi un... Je ne dis pas que c'est l'objectif, hein, mais c'est vraiment à travailler au cas par cas, parce que la ville verticale, ben, c'est monter dans les étages. Ça aussi, c'est extrêmement gourmand en énergie, c'est gourmand en matériaux parce qu'il faut des fondations, des infrastructures extrêmement profondes. Donc, c'est des milliers de tonnes de béton à couler. Et donc, euh, euh, je pense que, enfin, la formule, elle est évidemment, elle est très attirante, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Et il faut vraiment au cas par cas regarder. Moi, je n'aime pas enfin, non, de façon générale, j'aime pas les belles formules. Je me méfie des jolies formules, même si évidemment, on aimerait que tout soit disponible. Mais c'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas véritablement possible, parce que ça peut aussi passer par un développement de la logistique sous-traitée à des grands dépôts extérieurs. Ou soi-même, on fait tout en 15 minutes, mais on a énormément de choses qui nous sont livrées depuis des longues distances par des entrepôts géants. Donc voilà. Donc c'est à regarder qu'est-ce qu'on veut dire que les gens qui parlent sur ton territoire ou un autre territoire de la ville du quart d'heure, qu'est-ce qu'ils ont comme exemple, qu'est-ce qu'ils mettent en avant comme élément, quoi. Ensuite, le troisième élément, c'est la zone à faible émission. Ben ça, c'est typique d'une logique qui oublie l'économie. C'est-à-dire qu'on est dans un système où, puisque c'est plus rentable pour les entreprises et notamment pour les géants de produire en Chine et d'émettre des milliards de tonnes de CO2, mais de réaliser aussi des milliards de tonnes de profit, eh bien, ils le font.
Ça, pour moi, c'est le vrai sujet des émissions. Demander aux pauvres de manger de la brioche parce qu'ils ont plus de pain, c'est-à-dire de remplacer leur voiture diesel par une voiture électrique, c'est une aberration. Parce que c'est ça, les zones à faible émission. J'utilise beaucoup des métaphores un peu bizarres, hein, donc, mais la zone à faible émission, c'est dire aux gens, bah oui, mais vous polluez. Mais le problème, c'est que là, c'est vrai, mais le plus gros des pollutions, c'est pas eux. Je rappelle qu'il y a une centaine de groupes internationaux qui sont responsables de 70% des émissions, qui nous coûtent autour de 10 000 milliards d'euros par an, ces émissions. Donc, c'est plutôt là qu'il faudrait taper. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, je rappelle que les particuliers, ces particuliers-là, pauvres, ils émettent souvent beaucoup de CO2, mais c'est du CO2 contraint. Ils ont des vieilles chaudières, ils ont des maisons mal isolées, donc ils vont émettre plus que moi, qui ai une maison très bien isolée, avec une super chaudière, enfin une pompe à chaleur d'ailleurs, avec du triple vitrage et des choses comme ça. Et moi, donc, eux, on va les punir sur les émissions de leur appartement, de leur maison, pas moi. Et on va les punir parce qu'ils ont une vieille voiture, alors que moi j'ai une voiture hybride rechargeable. Voilà. Mais c'est complètement aberrant. C'est un système qui oublie les inégalités. Et j'en profite pour dire que globalement, à ma connaissance, les Verts étaient quand même dans l'ensemble contre pas partout, hein, mais beaucoup contre ce dispositif en le jugeant injuste et inégalitaire. Et c'est très intéressant justement de voir que ces mouvements-là se rapprochent de plus en plus de la question des inégalités, c'est-à-dire qu'ils commencent à poser la question de l'environnement, du climat, des pollutions en termes d'inégalités et donc de rapports sociaux. Pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça fait partie des quelques bonnes nouvelles de ce début d'année, quoi. Merci Philippe. Des inégalités et des ordres de grandeur, des Oui, échelles, parce oui, oui. qu'effectivement, on change d'échelle, comme tu l'as dit, avec les grands groupes. Oui. Euh, Jean-Louis a une question à propos des data centers et de l'intelligence authentique, il a mis. Donc, je ne connaissais pas, voilà, l'IA, intelligence authentique. Jean-Louis? Je le vois plus. C'est pas une question, je ne me souviens plus. Juste, un Là, constat. C'était un constat. euh, ah oui, d'accord, ok. On va peut-être Oui. Enfin, refaire. là, j'ai demandé la parole simplement pour répondre à Olivier qui s'interrogeait sur le comment faire, parce qu'il connaît ses problèmes. Et Christine a cité logements sociaux. J'ai entendu les mots, ça m'a fait penser à une solution. Par exemple, nous, dans notre commune, on a chaque année 150 000 euros d'amende parce qu'on n'a pas le quota de logements sociaux requis pour une commune de plus de 4 000 habitants. Donc, se mettre essayer de construire, parce qu'il y a des organismes qui prêtent, je ne sais plus le sigle en tête, un TEF, je ne sais pas quoi, qui prêtent de l'argent pour construire des logements, pas nécessairement sociaux d'ailleurs, c'est un terme assez que moi je trouve péjoratif. Ça montre un peu du doigt que vous habitez un logement social. Moi, j'ai vécu 20 ans hein, en HLM, bon, ça va quoi. J'ai pas eu, on n'a jamais eu d'emmerdement, bon, si je puis dire. Voilà, c'était juste pour souligner, apporter un élément de réponse au comment de Olivier. Voilà. Merci. je n'ai pas de commentaire, hein. Merci Jean-Louis. Donc, il est 9h30. Peut-être en conclusion, on peut vous donner un certain nombre de ressources. Vous avez sur Internet ce qui s'appelle le centre. Alors, attendez, je vais chercher. Le centre Bertine Auclair avec l'Égalitech. Je vous mets le lien dans le chat, dans la discussion. Alors, attendez. C'est un document très, très intéressant. Voilà, je vous ai mis le lien. Donc, Centre Hubertine Auclair, donc une féministe, et son Égalitech. Et vous avez, par exemple, dans ce document, beaucoup d'informations, et notamment, il y a un schéma sur les freins inhérents à ces politiques. Si on a quelques minutes, je peux peut-être vous le partager, ce schéma. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde le voit.
Donc, il nous dit que pour mettre en place ces politiques publiques, alors ils intègrent dans la place des femmes dans les politiques publiques aussi la représentation des femmes. Il y a pas seulement ce que nous on a vu sur les mobilités, l'emploi, etc. Leur présence sur le territoire, mais tout un tas d'autres choses. Donc, vous avez des documents vraiment très intéressants sur ce lien. Je vous invite à les regarder. Et hop, je voulais partager un autre lien. Le voici. Donc, vous avez sur la place des femmes, là, c'est plus donc sur leur représentation politique. Vous pouvez aussi trouver des informations, donc parce on n'a pas parlé de la place des femmes, mais là, on va avoir des élections municipales. Il n'y a encore aujourd'hui que 20% des femmes qui sont maires en France, hein, aux élections de 2020. Donc, il y a aussi la question de la représentation au niveau des communes et donc au poste de maire, hein, au poste de décision. Là aussi, la problématique sur les autres élections locales, donc il y a moins de présidentes de département ou de présidentes de région. La Euh, répartition, j'allais dire, sur les adjoints, classiquement au social, c'est une femme, et C'est aux ça. travaux, c'est un homme. Voilà. Voilà, on parlait d'emplois féminisés, mais il y a aussi des postes féminisés dans la Oui. politique. Donc ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels on peut agir. Euh, et puis, je voulais aussi, donc on voulait aussi avec Françoise partager avec vous quelques solutions. Donc, pour ceux qui sont adhérents et qui sont connectés, vous savez, donc sur Astuto, avec votre compte adhérent, vous pouvez partager des propositions qui fonctionnent bien sur votre territoire et qui peuvent être ensuite reprises par d'autres adhérents qui sont actuellement sur les listes. Et donc, Françoise, donc toi qui es élue à Saint-Médard-en-Jalles, tu peux attester du fait que ce qui est important aussi dans la collectivité, c'est quand il y a une personne ressource qui est en charge de l'égalité femmes-hommes. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots sur ton territoire? Oui, dans l'équipe municipale, nous avons une conseillère qui est déléguée à la lutte contre la discrimination et à la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et nous avons un plan d'action depuis le début du mandat. On a commencé par signer la charte européenne contre la discrimination et on a mis très vite ce plan d'action qui est renouvelé tous les 2 ans et qui part vraiment du besoin voilà, des habitants, du personnel communal, parce que on parlait d'emploi, mais souvent les emplois communaux sont des emplois féminins, précarisés, et on a fait un gros travail justement pour lutter contre la précarité de ces emplois, les pérenniser, adapter les horaires, faire en sorte que le temps de travail soit beaucoup moins morcelé. Voilà, donc il y a des solutions qui peuvent paraître des petites gouttes d'eau dans la mer, mais c'est important et ça rend visible ces thématiques. Et voilà, après, j'ai encore plein d'autres exemples, mais déjà dire on le reconnaît et, comme un besoin et on s'y attelle, c'est important. Et puis, il y a tout un travail aussi de sensibilisation qui peut être fait par certaines communes auprès de leurs agents, auprès des associations. C'est aussi ce qu'a voulu faire Philippe ce soir, hein, nous sensibiliser à ces problématiques qui sont assez peu évoquées dans les campagnes, les différentes campagnes électorales. Donc ça aussi, c'est important pour changer les mentalités et faire prendre conscience des inégalités de genre au niveau des décisions qui se prennent dans les politiques locales. C'est extrêmement important. Par exemple, quand on construit des équipements sportifs, eh bien, ces équipements sportifs sont très souvent dédiés aux garçons, aux hommes. Et c'est vraiment important que quand on travaille au sein d'une collectivité locale, on pense les équipements sportifs comme aussi bien pour les filles que pour les garçons. Par exemple, donc moi, je suis conseillère départementale. Dans mon canton, il y a un club de boxe qui a dédié des horaires précis, des temps pour initier les femmes à la boxe dans un quartier
assez populaire. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait pour que des femmes osent aller ensuite pratiquer la boxe. Ben, ça peut être aussi une politique volontariste de la mairie de soutenir davantage les associations qui mettent en œuvre une égalité de fait pour des activités sportives qui sont à la fois adressées aux femmes et aux hommes et pas seulement aux hommes. Donc il y a toute cette attention qui est importante et on espère que cette visioconférence a éveillé vos consciences sur sur ces sujets. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Philippe pour cette intervention qui était passionnante comme d'habitude. Dans la prochaine lettre d'info, vous allez recevoir le lien pour revoir, si vous voulez, les informations ou si vous avez besoin d'informations sur le PowerPoint. On mettra aussi le lien vers la visio qu'il avait faite avec Christine sur la transition écologique, le dérèglement climatique et qui date d'il y a un an, donc février 2025. On mettra aussi les liens qui ont été mis dans le chat et d'autres liens qui pourront vous servir pour aller piocher quelques idées ou quelques chiffres. En tout cas, donc cette question qui n'est pas... On attend le prochain livre. Oui, je ne sais pas, tu as prévu un autre livre? Oui, oui, mais c'est Oui, beaucoup, beaucoup de travail. eh Voilà, oui, eh, énormément de boulot. Oui, oui. on s'en doute. Ah oui, ben moi, je me doutais pas qu'il y en aurait autant. Et Ouais. merci d'avoir souligné que on peut aller chercher les informations à l'INSEE parce que très peu de gens, même d'élus, le savent que Oui. qu'on a une mine pour connaître son territoire plus finement. Voilà. Et ça, c'est méconnu. Et vous C'est avez gratuit, c'est le service public, c'est très compétent, très performant. oui, il y a aussi l'Observatoire des inégalités Oui. qui a Oui. beaucoup d'informations également. On mettra toutes ces références dans la prochaine lettre d'info. Oui, Luce nous dit qu'elle a eu un petit problème Internet. Donc, bienvenue Luce. Comme je disais, le lien vers la visio sera donné dans la prochaine lettre. Donc, vous pourrez voir le passage que vous avez manqué. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes. On se retrouve le 28, mercredi 28, cette fois-ci, enfin aussi à 20 heures, mais cette fois-ci sur le thème de la sécurité. Ça va croiser on parlait du problème de l'éclairage qui Oui. peut concerner plus souvent les femmes que les hommes. Et on l'abordera le 28 avec une présentation des assises de la sécurité à Quimper par notre adjoint au maire à Quimper, 800 Créquer, et un collègue à lui qui travaille également au Forum français pour la sécurité. Voilà, donc prochain rendez-vous pour les élections municipales dans à peu près 15 jours. Nous vous remercions beaucoup. Encore merci Philippe et bonne soirée à tous et à toutes. Et Au Bonne soirée. bon oui, courage à ceux qui voilà, sont en pleine campagne. oui, je crois que beaucoup Pareillement. d'entre eux sont actuellement là. Merci. Bonne Très soirée. intéressant, Bonne merci. soirée. Merci encore. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée.